Allez, c'est le moment d'ouvrir un petit peu le sujet, le dossier un peu froid, comme on appelle ça, un dossier historique. Cette année, vous le savez, c'est la NBA. La NBA fête ses 75 ans. Non. Et et veut mettre à l'honneur plein de choses historiques. Les meilleurs maillots, on en reparlera d'ailleurs, le meilleur européen, les meilleurs européens, tout ça. Et donc, cette semaine, on a envie de parler avec la NBA, en association avec la NBA, on a envie de parler de la meilleure équipe de tous les temps. La plus grande. La plus grande équipe de tous les temps. T'as raison. C'est vrai que t'as raison. Ah oui, greatest, c'est pas best. C'est vrai, excuse-moi, Pas Darren pareil. Tulette. Pas pareil. The greatest team of the world. La NBA a sorti 5 équipes. Peut-être que vous en avez une autre. Appelez-nous les frérots, on va parler de la plus grande équipe de tous les temps. Il y a les Boston Celtics de 1958 à 1969. 9 titres en 11 saisons. Rien que ça. Les Los Angeles Lakers de 79 à 89, donc c'est l'époque Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, tout ça. Bon, il y en a qui étaient au début, il y en a qui sont arrivés en cours, mais c'est cette époque-là. Les Boston Celtics 1980-1987, c'est clairement l'époque de Larry Bird, de l'oiseau fou. Les Chicago Bulls 95-98, Michael Jordan, c'est le deuxième three-peat. Et les Golden State Warriors de 2015 à 2018, c'est le plus récent, ce que la plupart d'entre vous ont connu, avec l'époque Klay Thompson, Steph Curry et bien sûr Kevin Durant. Thomas, quand je te fais l'inventaire un petit peu de ces 5 équipes, Je me dis qu'il en manque. de ces équipes-là, ouais, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, tu as envie d'en rajouter une? Oui, les Spurs de Duncan, quoi, la dynastie des Spurs. Difficile de passer outre. Tout à fait. L'équipe qui a gagné 5 fois en 15-20 ans. Alors, il y a eu beaucoup de votes, c'est pour ça que c'est les 5 équipes qui sont le plus sorties, j'imagine. C'est ça. Moi, j'ai voté, il y avait évidemment voilà. il y avait les Bad Boys de Détroit, il y avait les Spurs, il y avait Shaq et Kobe des années 2000. Voilà, il y avait les Warriors. Les Spurs auraient peut-être mérité, mais bon, après, j'enlève personne là-dedans non plus. Il y a que de très belles dynasties, comme on dit. Le chat, vous êtes fatigant. Les Lakers de Robert Sacré. Oui. Regarde, tu vois, Malakoff à fond avec Aaron et Thomas. Tu vois, on aurait peut-être pu mériter au moins un vote. Ouais, mais fallait gagner ce putain de match au Mans. Nico, on t'oublie pas, gros. Il nous a écrit, il avait la haine. J'ai mis quoi, moi j'ai mis Jordan. Pour moi, la plus grande équipe de tous les temps. On l'a déjà. Je pensais qu'on allait faire un peu un Non, mais je réponds, moi, dans le... Est-ce que t'as voté? Parce que moi, j'ai voté, j'ai mis, moi, j'ai mis les Jordan, les Chicago Bulls avec le deuxième three-peat. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment t'as envie de te prononcer sur j'aimerais qu'on parle un peu de toutes les équipes. Alors, on va commencer par les Boston Celtics, parce que, quelque part, c'est le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, parce que c'est l'équipe qui a été qui est historiquement la plus loin éloignée de nous. 1958-1959, donc 58, c'est l'année de naissance de mon daron. Donc, pour te dire, c'est la grande équipe de Bill Russell, de Bob Cousy, entre autres. C'est une équipe qui gagne 9 fois, et encore, sachant qu'il gagne aussi en 57. Donc, qui gagne 9 fois en 11 ans. C'est une équipe mythique, mais c'est une équipe sur laquelle on a aperçu des images, je ne vais même pas dire voir, et c'est une équipe sur laquelle on a dit beaucoup de choses. Quel rapport t'as à cette équipe? Je respecte le glorieux passé de la NBA. Comme nous tous, adorateurs de cette ligue, on sait combien cette équipe a été la grande dynastie, peut-être la plus grande dynastie de tous les temps, la plus glorieuse, la plus victorieuse, avec des joueurs archi-iconiques, des adversaires aussi iconiques, puisque le duel Bill Russell et Will Chamberlain est l'un des plus grands duels de l'histoire de la NBA. Le duel face aux Lakers aussi est évident, avec pas mal de finales. C'est une équipe qui est difficile à classer, et Bill Russell, par exemple, est un joueur difficile à classer quand on fait son top 10 all-time. Moi, j'ai aucun problème pour le mettre dans mon top 10. Maintenant, je me base sur un mec qu'on a très peu vu jouer. On connaît évidemment... Qu'on n'a pas du tout vu jouer. Tom. Non, mais je sais pas. Benjamin Button, réveille. Non, mais j'ai très peu vu jouer. Je pensais au nombre de matchs vus, des matchs entiers vus des Celtics. Je ne sais pas combien j'en ai regardé, pas beaucoup. Normal, comme tout le monde. Donc voilà, c'est une équipe très difficile à placer. Et puis il y a aussi le contexte, le nombre d'équipes qu'il y avait en à l'époque, NBA, la concurrence. Il y avait quoi, 8 équipes Oui. Au début, 8, ça finit peut-être à 11 à l'époque. Pas beaucoup, Non, c'est pas beaucoup. On dirait une victoire à l'Euro, quoi. Ou une victoire de l'OM en Ligue des Champions. Alors là, je sais pas de quoi tu parles, tu ne commences pas à m'énerver avec ce connerie, d'accord? On arrête. Alors, c'est vrai que la concurrence, c'est quand même l'un des arguments qu'on peut mettre en avant avec ce nombre d'équipes un peu faible, parce qu'on est dans les balbutiements encore de la NBA. Il n'empêche que cette équipe-là des Celtics s'est mise en travers d'un monstre à l'époque de la NBA qui marchait sur tout le monde, sauf sur les Celtics. C'est Will Chamberlain. Alors,
quand on lit aussi des articles. Et j'aimerais bien que les gens, vous nous appeliez, vous, pour avoir votre rapport justement grave. à ce basket ancien. On parle beaucoup de l'actualité et c'est peut-être archi intéressant justement de dire, ben moi, de ce que j'ai lu, de ce que je pense, d'avoir ce rapport sur ces équipes des années 50-60. Mais il paraît que les équipes de Will Chamberlain, elles étaient dramatiques. Vraiment par rapport aux Celtics, parce que les Celtics, on cite surtout Bob Cousy et Bill Russell, mais il y avait Jojo White, il me semble aussi. Il y avait d'autres noms qui étaient vraiment des bons joueurs de basket et que c'est une équipe qui chaque fois arrivait à faire la nique à Will Chamberlain, qui était un surhomme de l'époque. Bah, c'était vraiment le collectif. Oui, il les a battus en 67, mais il s'est surtout cassé les dents beaucoup de fois. Marie Delieu. Après, il y a deux trucs. C'est Marie Le Dieu, pardon. Une largement meilleure équipe. Sam Jones, bravo les frères. Une meilleure équipe par rapport à une individualité hors norme, ok, mais il y avait aussi le duel direct. Bill Russell dominait Will Chamberlain, malheureusement. Enfin, malheureusement pour Wilt. Hein. C'est vrai que dans les c'est ça le truc, dans les confrontations directes. Mais parce qu'il y avait une meilleure équipe, ça on n'a pas de doute, mais Bill Russell était un monstre. Mais c'est dur de se projeter avec cette équipe-là. Hein. Franchement, j'ai du mal. Je serais curieux de voir des gens qui votent pour cette équipe. Si quelqu'un est chaud, d'ailleurs, j'ai mis un sondage pour savoir. J'ai mis 5 équipes dispo pour voir si certains votent pour cette équipe des Celtics. Et ben, je vais te dire ça tout de suite. Pour l'instant, il y a 4 personnes. 7% pour les Celtics des 60s. C'est dommage, personne ne veut nous appeler pour nous parler des... Ah ben il y a Mathis. Alors, on me dit qu'il y a Mathis qui est là pour parler des super peintre. Pour parler des Celtics. C'est exactement pas un peintre magnifique. Mathis, alors félicitations à toi de vouloir nous appeler pour parler des Celtics de 1960. Quelle image tu as de cette équipe mythique? Ah, écoute, bonsoir déjà les gars. Salut. Et belle ref, merci Thomas, hein, merci, grand peintre évidemment. Et je vais pas vous mentir que j'ai 18 ans, bientôt 19, donc j'ai pas connu vraiment, même pas du tout en fait, les Celtics. Je te rassure, nous non plus. Je sais que j'ai plus de cheveux et que la barbe blanchit un peu, mais j'ai 58 et j'étais pas né, hein, gros. C'est vrai que Erwan, je me demandais si t'étais peut-être né, mais bon, apparemment non. Tu me coupes ce connard d'antenne. Mais non, mais justement, c'est cool que toi, tu sois encore d'une autre génération que la nôtre, parce que j'aime bien quand les mecs s'intéressent à l'histoire. Donc, dis-nous tout, toi, sur cette équipe. Quelle image tu as de cette équipe? Moi, l'image que j'avais, c'est un peu ce que vous avez dit, une équipe très très forte à tous les niveaux et qui était de toute façon un peu seule dans la ligue à ce moment-là, vu qu'il y avait très peu d'équipes. Et puis, c'est une équipe aussi qui a, comme vous avez dit, qui a désossé Wilt, quoi. Le mec avait beau mettre des 100 points, des énormes cartons, au final, son équipe était cata. Et il y avait surtout un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, c'est à débattre, mais pivot de l'histoire qui est Bill Russell, quoi. Un excellent défenseur, bon en attaque. Papa de gauche. Et avec petite papa de gauche sympathique, et avec notamment de bons lieutenants. Bob Cousy, il me semble qu'il jouait à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Ah oui, clairement. Voilà, qui était un peu le meilleur meneur de cette époque. Et puis c'était une NBA qui était totalement différente. Havlicek aussi. Hein. Il arrive plus tard, Havlicek. C'est les années 70, Havlicek. Hein. Havlicek. Il arrive plus tard. Hein. 1962-1963, il est dans l'effectif. Déjà. Donc on peut dire qu'il est dedans. Ouais. Il est All-Star qu'à partir de 65-66. Il est dedans. Donc il est en plein dedans. C'est ouf ça. Havlicek. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci. Mais ouais, du coup, c'était une NBA qui était totalement différente. Il n'y avait pas de jump shot à l'époque. C'était tu driblais que de ta main forte et puis voilà. Mob Cousy, c'est un peu ce qu'on lui a reproché. Donc, j'ai fait ça toute ma carrière, moi. C'est vrai. Même flow que cool. Pardon? C'est pour ça que t'as jamais percé en NBA. Non, justement, c'était son point fort. J'ai eu une négociation avec les Lakers, hein, mais l'argent n'était pas assez important. Je préférais rester en Europe. Mais voilà. Écoute, en tout cas, je suis assez impressionné qu'un mec de 18 ans d'aujourd'hui se connaisse un petit peu comme toi cette équipe-là. Tom Henson, évidemment, le regretté, qui a été un excellent commentateur pour les Celtics. Voilà, c'est une équipe. Tu vas rester avec nous, Mathis, parce qu'après, il y a d'autres équipes. Mais voilà, c'est une équipe. Si on aime la NBA, on doit connaître l'histoire de cette équipe-là. 11 titres en 13 ans. C'est ça, là, parce que là, j'élargis un petit peu à 50. C'est 11 titres en 13 ans, et le dernier, c'est avec Bill Russell en tant qu'entraîneur-joueur, et il gagne au match 7 face aux Lakers de Will Chamberlain, encore une fois. Mais de toute façon, pour moi, les Celtics, c'est les grandes légendes du sport américain, tu vois, de cette époque-là, des Yankees, des Red Sox, tout ça, là, c'est des trucs complètement hors du temps pour nous, évidemment, donc on les a pas vus jouer, mais comme on a baigné dans la culture américaine, et qu'on adore le basket, c'est des
des franchises et des noms qui reviennent tout le temps, au-delà même, tu vois, même si on va plus loin sur les combats sociaux de Bill Russell. Bill Russell est une véritable légende de l'avancée des droits des Afro-Américains aux États-Unis. Donc, non, ouais, c'est. Dans ce domaine. Ouais, précurseur, absolument. Comics, etc. Tout à fait, absolument. Et on se doit quand même, on n'a pas cité son nom, et c'est un petit scandale, citer le coach. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Ouais. Red Auerbach. Ouais, le légendaire, je viens de te dire. Voilà, très bien. Le cigare de Red Auerbach. Red Auerbach. Toujours. Mais bref, voilà. Mais en tout cas, si certains pensent que c'est la meilleure franchise la meilleure dynastie de tous les temps, la plus grande équipe de tous les temps, je ne lui dirai jamais non. Et bon courage à lui pour l'argumenter, mais en tout cas, j'aurai peu d'arguments à lui répondre. Et si quelqu'un te dit, moi c'est pas les Celtics de 58 ou de 69, moi c'est plutôt les Los Angeles Lakers de 79, 89. Et je lui dirai bon choix. Donc clairement l'époque de Magic Johnson, qui arrive donc drafté en 79, qui rejoint Kareem Abdul-Jabbar qui lui est là depuis quelques années et qui est champion pour sa première année dans les années 80. On se souvient Magic qui se fait l'entorse, Kareem Abdul-Jabbar qui se fait l'entorse, Magic qui est champion dès sa première année, rookie, MVP des finales. Et ensuite derrière c'est toute cette bataille avec notamment les Celtics, les Detroit Pistons aussi d'Isaiah Thomas. Est-ce que ça te parle, toi, Mathis, cette équipe-là aussi de Magic Johnson? Il y a des images plus fraîches. Ouais, ça me parle un peu plus que les Celtics, mais encore une fois, j'étais un peu jeune, j'étais un peu, on va dire, dans les couilles de mon père à ce moment-là. On a compris que tu étais jeune, tu vas pas nous le dire sur chaque équipe. Et si t'étais pas né, on sait où t'étais, t'inquiète pas. Pas besoin de nous dire que t'étais dans le paquet de papa. Exactement. Mais de toute façon, oui, excellente équipe avec des James Worthy, des Magic, qui est monstrueux, quoi, qui est top 3 peut-être meneur all time. Mathis, James Worthy, j'ai envie de te faire un petit, parce que je vois que tu travailles tu vas essayer de le baiser. l'histoire. Je vais essayer de te poser une petite question. James Worthy était à la fac et a été champion universitaire. Avec qui et où? Bon, alors là, aucune idée. Et tu pourrais rajouter à quelle position de draft il a été pris aussi, en tant qu'affaire. Ça, je l'ai pas. Aucune idée. Il n'est pas premier, non? Si. Ça me paraît. Il est en 82, les premiers. Ça me paraît. Alors, il est MVP, il est MOP du Final Four avec North Carolina en 82. Sur un shoot qui donne la victoire contre Georgetown de Michael Jordan. De Michael Jordan. Bah oui. Il l'avait, les gars, il l'avait. Là, en chat, vous êtes bien trop chaud. Mais voilà, donc pour ta culture générale, James Worthy donc était un des grands de Michael Jordan à la fac. C'est ce que Michael Jordan dit, et qui était le meilleur joueur de North Carolina quand Jordan gagne en 82. Et ce qui est curieux quand même, c'est que tu as donc les Lakers champions en 80. Tu as Magic et Karim, et ils ont le numéro 1 de draft. Ouais, ça c'était bizarre à l'époque. Je vais pas me lancer dans pourquoi, mais c'est quand même comme si on avait les Warriors de KD et Curry qui avaient le premier choix de draft. C'est quand même très froide, on va dire. Ça arrivera plus tard en 85. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr pour cette équipe, c'est qu'on parlait de d'icônes, on est sur sûrement le jeu le plus incroyable de l'histoire de la NBA, donc le Showtime, de Pat Riley, donc coach archi iconique encore une fois, un style de jeu inimitable, vraiment. On pourrait parler des Warriors ensuite pour le jeu d'attaque fantastique, mais avoir Magic avec cette folie dans le jeu, ses contre-attaques, tous ces athlètes autour, les Byron Scott, les Michael Cooper, les James Worthy, on en a parlé, et aussi avec les gars, Kurt Rambis, évidemment, la famille, les Google, la famille, c'est clair, mais c'est Byron Scott. Ouais. Tu viens de le dire? Ouais, pardon, désolé. Michael Cooper. Karim Abdul-Jabbar. Non, mais c'est une équipe qui est iconique par son style de jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime aussi. C'est que... et sa rivalité ensuite avec Boston, parce que c'est très important de parler de dualité avec les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Surtout que cette équipe-là, les Lakers, historiquement, avant cette équipe-là, a toujours perdu en finale contre Boston. C'est dominé par Boston. Voilà, quand Will Chamberlain bat les Celtics, c'est pas avec les Lakers. Les Lakers, avant Magic, ont toujours perdu contre les Celtics. Et il y a une espèce de complexe par rapport à ça. Et Magic, et cette équipe autour de Magic et Jabbar, va battre les Celtics pour la première fois. Je crois que c'est en 85, de mémoire. 85, je pense. Et ça change tout après dans le rapport et dans la rivalité Celtics-Lakers. Sachant qu'ils ont perdu l'année d'avant. Ouais, donc ils étaient restés dans ce truc-là en 84. Et ils gagnent notamment alors c'était pas le TD Garden, au Boston Garden, et les célébrations des vestiaires sont incroyables. Mathis, merci beaucoup pour ton appel. C'est courageux de nous avoir appelés à 18 ans pour parler des équipes des années 50 et 70. Bravo à toi. Merci les gars, ça fait plaisir, et je tiens juste à dire, une petite dernière.
que pour moi, la plus grande équipe, c'est évidemment celle des Warriors, parce que je suis un fan inconditionnel de Steph Curry. Eh ben, Voilà. on peut pas, T'as le droit, on mon peut grand. pas te le reprocher, tu as bon goût. Est-ce que tu connais Lionel Matisse? Du tout. Passer par Auxerre, Je t'invite à Guingamp. regarder sa highlight sur YouTube. Voilà, c'est ça. Matisse le peintre, mais J'irai, aussi j'irai. Lionel Matisse. Merci Matisse. Merci Mathis. Polo, tu me disais? Merci à vous, les gars. D'accord, Lionel Matisse, même coupe que moi. Polo, t'as le droit de fermer ta gueule Oh. si c'est pour me parler de ce genre de choses. Et reboutonne-toi, s'il te plaît, en régie. Est-ce que Fabien Cool, il avait la même coupe que toi? Pas mis, hein. Tant qu'il n'a pas le même flow. Polo, il y avait quelqu'un qui voulait parler des Lakers, de cette dynastie autour de Jabbar et Karim et Magic Johnson. Théo. Bonsoir, Théo. Théo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Thomas. C'est moi, Théo. C'est vrai que c'était. Tu vois, Tom, tu parlais de. Théo, quand tu es là, tu nous dis, hein, tu prends la main. Je t'incruste. C'est vrai qu'on parle. Tu l'as dit, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce Showtime. On se souvient de Curry qui avait changé le jeu il n'y a pas si longtemps. Il y avait ce collectif des Warriors, mais avant ça, c'était le jeu bien léché. C'était le Showtime de. Dans un style complètement différent, inimitable. Mais c'est ça, moi, ça que je courait trouve. à 2000 à l'heure. Il mettait du bois. Parce que pour aller gagner des titres à Boston, je peux dire qu'à l'époque, il Obligé, fallait mettre du bois. Jabbar, en vieillissant, a toujours réussi à avoir un rôle. Et c'est montre l'intelligence du bonhomme. En étant très vieux, tu Ouais, dis c'est ça, ça. en étant très vieux. Hein. Ah ouais. C'était l'intelligence du bonhomme. Il y a plein de gens qui se sont greffés autour de ça petit à petit. On les a cités tout à l'heure. Et puis c'est un coach Pat Riley, le Showtime, le Gomina à l'arrière, la classe Jack Nicholson au bord du terrain. C'est le Showtime de Los Angeles. Il est là, c'est pas les années 70, les Lakers, c'est pas les années George Michael où ils sont à Minneapolis. Les Lakers, le glamour Lakers naît dans les années 80. Absolument, absolument, avec certains diront l'âge d'or aussi d'Hollywood, hein, 80-90, où toutes les stars se battent pour être là-bas, et quoi de mieux que d'avoir une superstar comme Magic pour représenter cette ville, la ville des anges, là. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on adore, moi, tu sais, quand on avait, dans le Rivers d'ailleurs, sur Los Angeles, il y avait un super article sur Pat Riley et son impact là-bas. Parce que c'est vrai qu'en vieillissant, on se souvient beaucoup de Pat Riley pour New York ou pour Miami, ce qui est normal. Mais le Pat Riley gominé, Kerry, stylé des années 80 à la tête de cette équipe de Lakers, je trouve qu'il est vraiment candidat pour être le plus grand coach de tous les temps. Alors oui, il y a Phil Jackson, oui, il y a Popovich, oui, il y a Auerbach, mais Pat Riley Il est dans la discussion. voilà, c'est un vrai candidat à tout ça parce qu'il avait un rapport aux joueurs qui était incroyable, une relation avec tous ces mecs qui était ouf. Et quand tu inventes un style, je sais pas si on peut dire qu'il l'a inventé, mais bon, admettons ça. Quand tu inventes un style aussi flamboyant et aussi incroyable à voir jouer, bah, c'est normal qu'on t'érige en super-héros. Alors, il nous a trahis, nous, les gens de la côte ouest, pour aller vers la côte est. Mais Pat Riley est cité, mais on cite toujours Magic largement avant, comme précurseur là-dedans. Mais bon, on aime bien dire que les coachs et les joueurs se trouvent. Bah là, on est en plein dedans. Clairement, 4 titres, hein, Pat Riley dans les années 80 pour lui, 5 pour Magic. 5 pour Magic en 9 finales. Magic, ouais, en 9 finales. Bah, c'est-à-dire qu'on faisait les comptes tout à l'heure, les Lakers, sur les années 80 jusqu'à 90, et ben, ils sont 7 fois en finale, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais, incroyable. 5-9, non, je dis une bêtise, c'est peut-être Karim qui fait 9. Non, Non, 5-9, non, ouais, il fait Magic, 9 il fait 9 Magic. finales. Il fait 9 finales. Mais je vais, ouais, ok, oui, Après, Karim, il n'est pas là en 91. Il est plus là Ah oui, en, à 80, ouais, en 90, il est plus là non plus, je crois. Il arrête, Il arrête sur le titre. en 88. Il arrive sur le titre, Sur le contre back-to-back Détroit, en 88. Ah ouais, t'as raison. On parle des années 80, on va y rester avec une équipe du coup directement concurrente aux Lakers, c'est les Celtics de Larry Loiseau. Larry Bird, une équipe qui va gagner 3 titres, qui vont battre successivement en finale. Ils vont prendre les Lakers, ils vont taper aussi le Houston de Ralph Sampson et de Karim Abdul-Jabbar, très jeune, qui ira Pas Karim Abdul-Jabbar, Hakim. de Hakim Olajuwon, qui ira très tôt lui en finale. Pareil, c'est une équipe là qui a marqué les esprits de par sa rivalité avec les Lakers. C'était vraiment le Showtime Lakers, Hollywood, les stars, le showbiz, et en face Genre les blue collars, genre, entre guillemets. et Larry Bird et les Celtics, c'était tout l'inverse, c'était les ouvriers. Il y avait vraiment il y avait une rivalité sportive, mais il y avait aussi une rivalité sociale. Ouais, c'est vrai. C'est une équipe légendaire avec un nombre de Hall of Famers complètement ouf, les McHale, les Robert Parrish. C'est une équipe qui
C'est bizarre, mais qui existe par rapport à sa rivalité par rapport aux Lakers plus que l'inverse. Pour moi, les deux sont. Et tu vois, dans 30 ans, on dira que Messi et Ronaldo jouaient l'un contre l'autre, je pense qu'on pourra jamais les dissocier et c'est normal. Mais ces deux équipes, il ne faut pas les dissocier. Et pourtant, on a toujours plus tendance à parler du Showtime de Magic aux Lakers avant de parler de l'équipe extraordinaire de Larry Bird. Parce que je pèse mes mots, Larry Bird est un joueur extraordinaire qui nous aurait régalé à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux. On peut en citer d'autres. Hein. Il était avec Dennis Johnson à la main. Il y avait Carr qui sortait du banc, qui envoyait du bois. McHale, Parrish à l'intérieur. Ils ont récupéré Luke Walton aussi à un moment, qui avait le dos flingué, qui n'avait jamais réussi à être ce qu'il était. Donc voilà, c'était une équipe quand même qui a marqué quelque part aussi sa génération et qui a donné du fil à retordre terrible. Mais qui a rendu meilleur quelque part le Showtime de Magic. Parce qu'il les tape. Quand il les tape en 84, ils rentrent dans leur tête. Ils rentrent dans leur tête. Et un an après, c'est les Lakers de Magic qui viennent s'imposer sur le Garden. On se souvient dans sa finale aussi, ce skyhook de Magic Johnson, magnifique au buzzer. Voilà, c'est bien qu'on parle des deux ensemble parce que c'est difficile de dissocier les deux. Et c'est surtout difficile de donner un avantage à une franchise. Alors, entre les deux, je dirais celle des Lakers, pas pour le cœur, mais pas... Bill Walton, bien sûr, pas Luke Walton. Ah oui. Oui, Daniel, bientôt. Je donnerais plutôt avantage aux Lakers pour le nombre de finales finalement jouées sur la décennie. Et pourtant, c'est vraiment... C'est juste... Il fallait que je trouve un truc pour les dissocier, en fait. On nous dit que Jabbar prend sa retraite après s'être fait sweeper en finale 89. Et il part pas après 88. Ok, très bien. Les gars, vous êtes des monstres dans le chat. Merci pour la correction. On enchaîne, Tom, avec une autre équipe, parce que si on fait un petit peu des quiz, il est moins 20. Puis on a fait le tour un petit peu sur ces belles années 80 en NBA. Et on arrive dans les années 90. Et évidemment, là, les gens, moi, j'ai voté pour cette équipe-là. J'ai pas voté pour celle de 91 à 93. J'ai voté pour celle de 95 à 98, parce que le retour de Michael Jordan... Il revient, il y a pas mal d'interrogations autour de lui avec son numéro 45, il perd contre Orlando. On se demande s'il va pouvoir retrouver son niveau, mais non seulement il va retrouver son niveau, mais il va être presque encore plus fort qu'il ne l'était, peut-être à peine moins athlétique un peu, mais tellement plus fort, tellement plus clutch. Ouais, si c'est possible. C'est possible. Bon, maintenant, de toute façon, tout le monde est au courant de l'épopée Michael Jordan. Pour les plus jeunes qui n'avaient pas connu ça à l'époque, qui n'avaient pas eu l'occasion de regarder 1500 fois la même cassette comme nous quand on était jeunes, grâce à The Last Dance. Mais c'est vrai que entre la hype, l'impression visuelle de la domination, tu ne peux pas perdre, en fait, tout simplement. Tu ne peux pas perdre, à part si Horace Grant fait une interception. Il y a un truc... mystique en fait autour du deuxième tripit pour Dennis Rodman, pour Scottie, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on a appris presque dans The Last Dance et autour de Michael Jordan. Voilà, tu joues contre lui, tu vas te faire taper. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien à dire, tu vas te faire taper. Vas-y, essaye tout, rentre-lui dans la gueule, mets Gary Payton si tu veux sur la fin de la série, rejoue, perd puis rejoue en étant meilleur une deuxième année comme le Jazz et tu vas te faire taper alors que tu peux y croire parfois. T'as l'avantage du terrain. T'as l'avantage du terrain, grave. On pourrait parler des joutes en finale, en finale de conf. En finale de conf, les Knicks, Indiana, le Heat. Il y a le Heat, il y a des vrais concurrents et tout, mais tu ne peux pas gagner contre cette équipe. Il y a évidemment le bilan de saison régulière hyper iconique, le 72-10, qui est plus iconique que le 73-9. Ça sonne un peu mieux. Parce qu'il gagne à la fin, je pense. Et parce qu'il gagne à la fin, bien sûr. C'est une des meilleures défenses de tous les temps. C'est déjà le small ball. Parce que Luc Longley ne finit jamais les matchs, le grand Australien. Parce que Rodman finit. Alors c'est vrai que le premier flip c'est Horace Grant, qui est un vrai soldat. Et Cartwright. Et Cartwright. Ah oui, ils ont un vrai duo d'intérieur. Ouais, c'est ça. Alors qu'après, c'est Rodman, Kukoc, ils finissent. Hein. Ils finissent avec Rodman, Kukoc en sixième homme et qui finit à l'intérieur. Donc c'est un peu le small ball avant l'heure. Mais c'est l'équipe... Franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu les matchs, il y a un coach. Bien sûr, c'est un coach, mais il faut regarder les matchs. Le basket a tellement changé que, vous allez peut-être vous faire chier dans le deuxième quart, mais les fins de match sont tellement pleines de pression et de moments iconiques, encore une fois. Puis c'est un style de jeu. On parlait du Showtime avec Jordan, c'est le triangle. C'est une forme de jeu inventée par Tex Winter, alors qu'il avait déjà fait ses preuves dans le premier free pit, mais là qu'on retrouve avec... beaucoup plus poussé. Voilà, beaucoup plus poussé, où ils vont beaucoup plus loin, avec notamment quand tu as des joueurs comme Kukoc qui t'amènent un peu plus de justesse, des shooters autour comme Steve Kerr. Voilà, c'est aussi le triangle a marqué aussi la NBA, quoi, et les titres de Michael Jordan. Et ceux des Lakers plus tard. Ceux des Lakers plus tard. Un coaching staff, quand même, là aussi. Phil Jackson, c'est ce Zen Master, quoi, parce qu'ils ont tremblé un peu, ces Bulls, mais à un moment donné, ils n'ont jamais plié, quoi. Non, c'est clair.
C'est clair, mais c'est vraiment ce côté imbattable, moi, qui me. Tu vois, c'est pour ça que je la mettrais peut-être première. Bah, parce que t'as Jordan, parce qu'il est chiant. Mais parce qu'ils sont imbattables, ils sont invaincus, imbattables. Voilà. Et voilà. En finale, au moins. Et jusqu'à preuve du contraire, ils seront jamais battus en finale. Hein. Oh, non. Ou alors il y a un truc qui va se passer, le métaverse peut-être. La 5e équipe de cette liste, les gars, commencez à nous appeler. Alors, puisque vous voulez pas parler des équipes historiques, hein, je vois, appelez-nous pour le quiz par contre. Hein, c'est dans 5-10 minutes. C'est une équipe la plus proche de nous, c'est les Golden State Warriors de 2015-2018. J'ai pas voté pour eux, moi. J'ai pas voté pour eux parce que je pense qu'ils ratent quelque chose à un moment donné. Parce que cette finale où ils mènent 3-1 face à LeBron, alors pour le coup, on n'enlève rien aux Cavs parce que c'est le comeback le plus fantastique de l'histoire de la NBA et ça offre des finales magiques. Mais je trouve que tu fais un 73-9 en saison régulière, tu domines tout le monde, tu mènes 3-1, tu es en train une campagne de playoff extraordinaire. Une campagne de playoff extraordinaire. Tu éteins complètement LeBron, Kyrie et Kevin Love sur les 4 premiers matchs des finales. Et tu perds. Et tu fais ton gars à mettre des coups de pied. Mais Draymond Green se fait. Ouais, mais au-delà de ça, au-delà de ça, je trouve que pour être considéré comme la meilleure équipe de tous les temps, tu peux pas avoir un déficit mental comme ont eu les Warriors. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Après, on a beaucoup fait ce débat hein, quand les Warriors étaient encore les Warriors à l'époque. Moi, on peut parler de 2016 et c'est normal d'enlever cette épile, mais moi, c'est l'équipe avec KD. Alors, ils sont tapés par les Raptors avec tous les blessés qu'ils ont eus. Mais moi, cette équipe, j'ai la sensation que c'est l'équipe la plus talentueuse. C'est 2015-2018. Donc, il y a le début sans KD et il y a la fin avec KD. Ouais, enfin, on prend les 2 victoires avec KD. Voilà. On prend pas la défaite. Mais moi, je la prends quand même. Au bout d'un moment, c'est. Non, mais c'est quelle année 2018. 2016, il vient en 2016, après la défaite contre les Cavs. D'accord, voilà. Donc, on prend pas les Raptors. Moi, je prends quand même parce que ça fait partie de la dynastie. Non, mais voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Mais moi, je me pose vraiment la question de savoir cette équipe, c'est peut-être l'équipe la plus imbattable au vu du talent sur le terrain. Sur le papel sur le papel, on n'a jamais vu ça. Après, Draymond Green va défendre sur Kareem Abdul-Jabbar. On ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir. Mais moi, tu viens de défendre que les Warriors, comme c'était qui tout à l'heure, Antoine qui est venu, qui avait 18 ans. Matisse. C'était Matisse. Ouais, c'était Matisse en fait, tout simplement. Matisse qui disait que son équipe c'était celle des Splash Bros. Ben mec, grave. Quel kiff! On parlait du kiff des Lakers, mais quel kiff d'avoir cette équipe déroulée, on parlait d'orgueil tout à l'heure. Putain, ils avaient de l'orgueil. Une vraie défense, un super coach. Voilà, il y a. Les Warriors, c'est fantastique. Mais je sais pas si c'est moi, le plus gros problème, c'est la défaite là, contre les trucs. Je sais pas si c'est ça mon plus gros souci. C'est quoi? Je sais pas. Est-ce que tu la mets devant? Par contre, même moi, tu vois, les mettre. Alors, c'est pas fini les Warriors parce qu'en fait, après, on pourra peut-être faire le bilan. Et on mettra KD, mais ça sera surtout Klay Thompson, Steph Curry, s'ils sont de nouveau champions. Et Draymond Green, s'ils sont de nouveaux champions, par exemple. Mais aujourd'hui, les Warriors, ce qu'on fait sur 5 ans, ils nous ont régalé ce basket des 2 côtés du terrain, ce jeu sans ballon, ce mouvement, ce passing game, cette adresse à 3 points révolutionnaire. Aujourd'hui, je les mets pas, par exemple, devant les Lakers des années 80. Parce qu'il y a une longévité chez les Lakers que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé chez les Warriors. Pour l'instant. C'est pour ça que pour l'instant. Par contre, je peux déjà la mettre parce que les Celtics de Bird, par exemple, ne gagnent que 3 fois. Ouais, mais là, c'est la même chose. Voilà, donc je la mets à égalité. D'accord. Est-ce qu'on a peu parlé finalement de l'adversité pour les autres équipes? Ah, pardon, excuse-moi. Il y a Jérémy qui veut parler des Warriors. Excuse-moi, Jérémy. C'est la fin d'une longue journée. Jérémy, bienvenue, mon ami. Tu veux nous parler des Warriors? Yes. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va. Ouais, tout bonnement, c'est quasiment l'équipe que j'ai vu le plus dans les dernières années. En fait, j'avais repris le basketball, si je me rappelle bien, l'hiver 2016. Je l'avais quitté pendant un petit moment, vu que par chez nous, c'est pas mal le hockey qui prédomine. Et j'ai commencé à réécouter à partir de 2016, parce que j'avais quand même manqué leur championnat en 2015, avec la saison phénoménale de Curry, au même moment du All-Star Game à Toronto. Fait que je les ai connus à ce moment-là avec leur fiche de 73-9. Leur beau parcours au playoff, qui ont quand même été 1-3 en finale de l'Ouest contre le Thunder et qui ont pu revenir. Ils ont finalement perdu en se faisant faire jouer le même dos par les Cavs, mais ils ont pu bien placer leur pilier pour l'année suivante en ayant Durant, en démolissant tout pendant les deux années suivantes. Puis il y a eu 2019, je prenais pas pour eux autres. Ça, je peux vous le dire, je prenais pour Toronto cette année-là. Il y a eu un bandwagon incroyable de tout le Canada pour les Raptors cette année-là.
Mais non, c'est une des fortes dynasties des années 2000-2010, fortement. Quand on parle au Canada, au Québec, de tout sport confondu à cette époque-là, c'est l'équipe qui prédomine ou presque avec les Yankees et ainsi de suite aux États-Unis ou partout en Amérique. Alors, tu parles des années 2010, évidemment, c'est compliqué de ne pas mettre les Warriors. Comment tu les places dans l'histoire, toi? C'est un petit peu ça aussi le débat de ce sujet. L'enjeu de ce sujet, c'est dans l'histoire. Par exemple, on a parlé des Celtics des années 60, on a parlé des Lakers des années 80, des Celtics, des Bulls des années 90. Comment tu les places dans l'histoire pour l'instant? Même si on l'a dit, c'est pas encore fini pour Curry, Thompson et Green. Ah, effectivement. Dans l'histoire, c'est un peu dur à placer dû au fait que les époques ne peuvent pas se comparer. Par contre, l'équipe, dans la deuxième tranche des années 2010, ont complètement révolutionné le système. Le small ball, la profusion, le match où est-ce que je pense c'est durant le deuxième quart-temps, en fait la deuxième mi-temps, pardon, où est-ce que Thompson n'a pas manqué un panier. Et l'équipe, selon moi, qui a préconisé cette époque-là. Dans l'histoire, ça pourrait être dans le top 10, 8. Ah oui, non, mais Jérémy, là, on veut que tu te mouilles un peu plus. Si tu es en train de me dire que les Warriors de Curry et de KD et de Klay Thompson, c'est un top 10, non, là, on veut que tu te mouilles. Moi, je veux savoir, est-ce que tu les mets sur ton podium? J'aurais de la misère à les mettre sur le podium connaissant les équipes qui ont été nommées juste avant. Puis une équipe qui n'est pas mise dans le top 5 qu'on pourrait mettre aussi dedans, c'est le tripeat des Lakers de 2000 à 2002. Ah oui, mais ça, après, c'est les votes. Tu sais qu'il y a eu des votes. Évidemment, j'ai eu la chance de voter. Il y avait les Bad Boys de Détroit. Il y avait évidemment les Spurs, Duncan Robinson, Duncan, Ginobili. Hein, il y avait plein d'équipes. Et donc, il y avait évidemment le Shaq et Kobe des années 2000. Bon, là, on se retrouve avec ces 5 équipes-là, mais évidemment. Mais d'ailleurs, rien ne vous empêche à vous, dans votre top 3, de mettre le free pit de Shaq et Kobe, parce qu'on rappelle que gagner 3 titres de suite, ils sont 3 à l'avoir fait. C'est les Celtics des années 70, ils ont gagné 9 fois d'affilée. Les Bulls, 2 fois. Et les Lakers, c'est tout. Il n'y a aucune autre équipe qui a gagné 3 fois d'affilée. Il y a beaucoup de doublés, mais il y a beaucoup de back-to-back. Il n'y a aucune autre équipe qui a gagné 3 fois d'affilée. Et on pensait que les Warriors allaient le faire. Et honnêtement, gagner 3 fois d'affilée, dans le basket moderne, dans l'ère moderne, c'est un délire. Non, ça c'est clair, mais est-ce qu'on peut revenir vite fait sur l'adversité? Ça m'intéresse, c'est le dernier point qu'on pourrait aborder. Comment est-ce que toi tu places cette équipe des Warriors dans l'adversité, dans l'histoire? Parce qu'on peut quand même dire qu'ils ont joué contre un top 3 all-time en LeBron et plein de fois en finale. Oui, effectivement. C'est au niveau de l'adversité, j'en parlais tout à l'heure, même s'ils n'ont pas gagné le titre en 2016, sont revenus de 1-3. Personne ne les voyait revenir du tout. Puis ils ont quand même rebattu 3. Ils ont quand même gagné, même s'ils se sont fait remonter en finale. Ils ont dominé jusqu'au moment qu'ils menaient 3-1 contre les Cavs. Fait qu'ils ont connu de l'adversité. Ils ont eu un match numéro 5 contre Toronto. À Toronto, tout le monde s'attendait à ce que ça se finisse là. Ils ont connu de l'adversité. Même s'ils ont perdu en 6, Toronto ont perdu à la maison, connaissant avec un Steph Curry complètement en feu dans ce match-là. Dans l'histoire, c'est une des fortes équipes avec la forte en ayant contrôlé le meilleur de l'adversité, malgré ce qu'ils ont affronté, les LeBron, la forte équipe des Thunder, encore une fois, les Houston, je pense c'est en avec Chris Paul et Harden. On sous-estime un peu ces équipes-là, non, Erwan? Je dis quoi, toi? On les sous-estime un peu, non? Parce qu'on parle tout le temps de l'adversité des années 90, qui est peut-être l'âge d'or. On peut parler des années 80, c'est vrai qu'il y a des bêtes d'équipes, hein, on les a citées tout à l'heure. On passe un peu celle des Celtics, mais avec un tout petit peu de recul, pas assez, ça c'est sûr. Comment on juge l'adversité des Warriors qui étaient ultra favoris chaque année? Déjà, l'année où ils gagnent, où ils sortent l'année où ils 2015, perdent. tu parles. Tu parles de 2015? Ouais. La première année? Ouais. Quoi? Déjà, ils sont pas favoris, quoi. Et déjà, quand NBA, quand tu fais pas partie du premier chapeau des favoris que tu gagnes, c'est pas rien, quoi.
C'est pas rien. Après, Comment ça, quand t'es en première. moi, je pense que ils deviennent champions. Curry, on s'imagine pas ce qu'il va faire des dingueries comme ça. Ah, ça, c'est clair. C'est une vraie Il est MVP surprise. pourtant, il est MVP. Pour moi, allez, après il y a les Raptors avec Kawhi, mais tu sais, on les attend. C'est une équipe qui nous fait kiffer sur Mark Jackson, qu'on voit grandir, mais pas un instant on s'imagine qu'ils vont chier sur tout le monde pendant 5 ans, quoi. Ouais, mais à côté de ça, 2015, il est déjà MVP. Il est MVP et champion. Oui, mais on découvre tout ça. On découvre tout ça sur 10 mois. En début de saison, personne dit Curry va être MVP et les Warriors vont être champions. Personne ne le dit. Ah si. C'est vrai que je me replonge. Ça, c'est comme les mecs qui me disent que 98, ils voyaient la France championne du monde. Bah, ils étaient quand même parmi les favoris en tant que recevant la Coupe du Monde, quoi. Ben, mais archi pas. Mais ça, c'est pas vrai. Moi, dans mes souvenirs, bon, on est vite là-dessus, Oui, mais dans les souvenirs, tu sais, je pense pas que les Warriors étaient 9e équipe sur le truc. Non, mais... Ils étaient grand favori, c'est peut-être premier, deuxième. Mais c'était. J'ai regardé les odds de début de saison. Mais c'était les Warriors en 2015. C'est un petit peu ce qu'on pense de Denver aujourd'hui, de Phoenix et tout. Oh, c'était une bête de soupe. Enfin, tu vois, c'est. Je te dis tout de suite, attends, mais c'est marrant, regarde, attends, je vais regarder. 2014-2015. Voilà. NBA Championship odds. Alors vraiment, je peux pas faire mieux. En dernier, c'était les Sixers. 300 pour 1. Donc je vais aller tout en bas. Je vais tout en bas. J'imagine que les Spurs étaient chauds pour un back-to-back. Alors, les Cavs. Les Cavs étaient favoris. Retour de LeBron. Mm-hmm. Les Cavs étaient favoris. Deuxième, les Spurs. Mm-hmm. Troisième, les Bulls de Derrick Rose. Mm-hmm. Ensuite, le Thunder d'Oklahoma. Ensuite, les Clippers. D'accord. Ça va dans ton sens. Ben oui, ensuite, les Rockets de James Harden. Et enfin, les Warriors. Bon, voilà, donc, on est d'accord. C'est la 6e ou 7e équipe sur le truc. Donc, c'est une surprise. Et honnêtement, les surprises NBA, il n'y en a pas des masses quand même pour gagner. Il n'empêche, on a fait le tour de toutes ces équipes. Jérémy, j'ai quand même une question à te poser. Tu nous appelles d'où? Alors, j'en ai compris que c'était pas de Palavas-les-Flots. Tu nous appelles de Montréal? Ouais, une banlieue pas loin de Montréal. Bon, mais super. Mais quelle heure il est là-bas avec toutes... C'est incroyable de nous appeler maintenant. Quelle heure il est? Il est 16h. 18h moins 5. Ah oui, d'accord. J'ai tout confondu, moi. En fait, c'est un peu du Japon, en fait. Non, mais je dis ça parce qu'il y a un mec qui a mis un commentaire, il a dit c'est incroyable avec le décalage horaire, toutes les émissions américaines qu'il y a, Jérémy, il suit quand même First Team et ça fait kiffer. Ben, vous êtes là. On a un podcast ici, mais qui fait juste des petites émissions d'une heure. Puis en termes de suivi francophone, je vais quand même le dire, vous êtes vraiment les meilleurs au sujet de l'NBA. Merci. C'est super le fun, intéressant et tout. Je vous suis depuis, si je me rappelle bien, août 2019, quand vous aviez fait votre top 30 à cette époque-là. C'est vrai. Quelle mémoire. Ah, magnifique. J'ai eu le malheur de me tromper du sens de parce que je suis au taf depuis 9h et qu'il est minuit. Dans le chat, ça ne fait pas du tout cadeau. Hein. Ça découpe en rondelles. Jérémy, merci beaucoup pour ton appel, mon ami. En passant, attendez, juste en passant, j'en parle depuis à peu près 3 semaines sur Discord. J'aurais un petit scoop. Alors, vas-y. Bon, alors là, vas-y, avec plaisir. Bon. Depuis la fin du mois d'octobre, il y a une équipe qui s'en vient à Montréal à partir de l'année prochaine pour la Ligue élite canadienne de basketball. En allant à un magasin de cartes collectionnées chez nous à propos du basketball, hockey, etc., il y a un gars qui achète des cartes à des prix exorbitants qui travaille pour le groupe Evenco. Le groupe Evenco, c'est le groupe qui travaille pour les ventes de billets pour les spectacles, les matchs canadiens de Montréal, etc. Il y a le groupe CH qui est affilié au groupe Evenco. Cette personne-là est affiliée à pouvoir faire le blabla entre les deux parties. Le groupe CH veut surveiller fortement l'équipe élite, en fait pour la LECB, qui est de Montréal, qui s'en vient l'année prochaine, pour ensuite regarder si ça marche bien, s'il y a une popularité grandissante du sport ici, parce que malheureusement, on n'a pas eu d'équipe. Exactement. Et le fait que les fois que les Raptors sont venus à Montréal, ils ont fait ça le comble. Mm-hmm. Ils essayent de voir avec l'aréna là-bas si ça peut marcher. Je pense, si je me rappelle bien, c'est une aréna de 3500 personnes. Si l'engouement est présent, si l'engouement est là, le groupe CH serait partant pour pouvoir mettre la main et être le pilier à pouvoir avoir une équipe de la NBA, être en fait ceux qui peuvent
avoir la main mise sur ça, sachant que le groupe CH, c'est eux autres qui ont l'Arena. Evenco, c'est eux autres aussi qui ont partie. Fait que ça serait globalité, surtout que l'Arena de hockey est déjà construite pour. Alors, on va synthétiser un peu. Tu es en train de nous dire qu'il y a peut-être un consortium de personnes qui essaient de se renseigner, de voir ou de donner en tout cas des réponses pour voir si éventuellement pourrait y avoir une future franchise NBA à Montréal. Exact. D'accord. Montréal, Mexico, Vegas, Seattle. Voilà. C'est les noms qui reviennent souvent, au-delà de l'Europe. Ben, merci pour l'info, mon Jérém. Merci. Pas de problème. Merci, Jérém. Allez, à très vite. À très vite. Et vive le Québec libre, comme disait Notre ami comme Mesrine. disait Jacques Mesrine. Tu l'as la rêve? Bah ouais, ben voilà. Merci Jérém. Ciao, ciao. Salut les gars. Salut, Jérém. M'a régalé. Putain. Ouais, il m'a régalé. Ça fait du bien un peu. Là, Oh là, j'ai voyagé. Là, j'ai voyagé. J'ai envie d'aller. Super ville, J'ai envie d'aller à Montréal. Montréal, m'envoyer une énorme poutine au petit Pas déjeuner. que, hein. Évidemment. Erwan, merci d'avoir bonus pour le quiz de demain. Vous êtes très cons dans le chat, je vous le dis. Erwan, Mais on vous adore. s'il te plaît. J'ai fait un sondage tout à l'heure. On clôture sur quelle est la plus grande équipe all-time de tous les temps. Le vote est terminé. Bulls à 56%. Warriors, 29%. Celtics 60s, 6%. Lakers 80s, 6%. Celtics 80s, 2%. Très bien. Maintenant, vous pouvez aller voter sur les comptes de la NBA. On va vous mettre un petit lien pour aller voter et essayer d'avoir de l'impact pour voter pour votre équipe favorite. Voilà. Ah bah super.